Une promesse faite au milieu du feu peut-elle être oubliée? Pendant 20 ans, le milliardaire Jean-Luc de Montfort a cru que oui. Il a sauvé une jeune fille indigène d'un massacre et a enterré ce souvenir sous une muraille de luxe et de silence. Mais la jeune fille, Ayana, n'a jamais oublié. Elle est l'héritière de cette promesse. Et maintenant, elle est revenue. Sa proposition de mariage n'est pas une demande d'amour, mais un règlement de compte que le monde entier va regarder. Préparez-vous, car cette histoire va vous prouver que certaines dettes sont pour la vie. Abonnez-vous à Radio Romance et commentez. Croyez-vous que toute promesse doit être tenue, quel qu'en soit le prix? La nuit tombe sur la réserve privée d'ébène, comme un rideau de velours noir, parfumé par l'odeur des gardénias sauvages et de la terre humide. Au cœur du Gabon, dans cette forteresse de verre et d'acier, l'air est froid, stérile, avec le parfum subtil du pouvoir et du whisky vieilli. Jean-Luc de Montfort se déplace à travers le salon principal de sa résidence avec l'élégance d'un prédateur, mais ses yeux bleus trahissent une distance glaciale. Ce soir, il est l'hôte d'un gala de charité, une danse parfaitement chorégraphiée de sourires immaculés et de chèques signés sans hésitation. Les invités, tous triés sur le volet, portent des robes qui coûtent plus que le salaire annuel d'une famille entière. Ils rient, trinquent, admirent les orchidées rares disposées comme des sculptures vivantes. Personne ne remarque que leur hôte ne boit pas vraiment son champagne. Personne ne voit que Jean-Luc, malgré sa présence imposante, est absent. Il est un roi dans un château transparent, mais un prisonnier de lui-même. À 43 ans, il a tout. Un empire hérité et multiplié. Une réserve naturelle qui fait l'envie des conservationnistes du monde entier. Une réputation de philanthrope éclairé. Mais la fortune n'achète pas le sommeil. Chaque nuit, les mêmes images le poursuivent. Des flammes, de la fumée, le poids de quelque chose de fragile dans ses bras. Il se réveille en sueur, le cœur battant, sans jamais comprendre pourquoi. Le directeur de la réserve s'approche avec un sourire professionnel. « Monsieur de Montfort, les journalistes voudraient un mot pour la presse internationale. » Jean-Luc hoche la tête, ajuste sa veste Armani et se dirige vers le petit podium installé près des baies vitrées. Dehors, la jungle respire. Ici, tout est contrôlé, mesuré, aseptisé. Il commence son discours habituel sur la protection de la biodiversité, sur l'importance de préserver ce qui reste du monde sauvage. Les mots sortent facilement, il les a répétés 100 fois. C'est alors que le verre de son monde se fissure. Une femme avance à travers la foule. Elle ne porte pas de chaussures de créateur, mais la dignité de pieds qui connaissent la terre. Sa robe est simple, tissée à la main, ornée de motifs géométriques qui racontent des histoires que personne ici ne sait lire. Ses cheveux sont tressés avec des perles de bois. Ses yeux, sombres comme la nuit de la forêt, portent l'histoire de générations. Le murmure des invités se dissout dans un silence épais. Les caméras pivotent, les flashs éclatent. Elles s'arrêtent devant Jean-Luc. Leurs regards se croisent. Le sien est direct, sans peur, sans supplication. Elle ne demande rien. Elle affirme. « Jean-Luc, dit-elle d'une voix qui ne tremble pas, je suis revenue pour t'épouser. Je suis la jeune Kaya que tu as sauvée du feu il y a 20 ans. » Le monde s'arrête. Un flash de fumée, l'écho d'un cri, la chaleur du feu. Tout frappe Jean-Luc en une vague dévastatrice, mais l'image se brise avant de se former. Il la fixe, non avec reconnaissance, mais avec la terreur d'un homme qui voit un fantôme dont il ignorait l'existence. Son cerveau refuse de traiter l'information. Kaya. Ce nom résonne comme une cloche fêlée dans un endroit verrouillé de sa mémoire. Il sent ses mains trembler. Il les cache derrière son dos. Les invités commencent à murmurer. Certains sortent leur téléphone. D'autres échangent des regards perplexes. Les journalistes sont déjà en train de filmer, de tweeter, de transformer ce moment en contenu viral. Jean-Luc retrouve sa voix, mais elle sort plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Mais cette mise en scène est terminée. » Il fait un geste discret.
2 agents de sécurité s'avancent immédiatement, professionnels, efficaces. Ils encadrent la femme sans la toucher, attendant son consentement pour l'escorter dehors. Elle ne résiste pas, elle ne crie pas, elle continue simplement de le regarder, et dans ce regard, il y a quelque chose de plus puissant que la colère. Il y a de la patience, il y a de la certitude. Alors qu'elle se tourne pour partir, elle laisse tomber quelque chose sur le sol de marbre. Une petite fleur séchée, d'un violet profond, une orchidée sauvage. Le genre qui ne pousse que dans les forêts les plus anciennes du Gabon. Elle est escortée vers la sortie. La fête reprend, mais l'ambiance est brisée. Les invités parlent à voix basse. Les regards se tournent vers Jean-Luc, remplis de curiosité malsaine et de jugement retenu. Il reste immobile sur le podium, le monde tournant autour de lui. Il ne voit plus les visages, il n'entend plus les voix, il ne sent plus rien, sauf le poids écrasant de cette seule phrase. « Je suis revenu pour t'épouser ». Son assistant, Marc, s'approche rapidement, le visage tendu. « Monsieur, nous devons faire une déclaration. Les réseaux sociaux sont déjà en train d'exploser. Que voulez-vous que je dise ?» Jean-Luc ne répond pas immédiatement. Il descend du podium, traverse la foule sans un mot, sans un regard. Il marche vers son bureau privé, ferme la porte derrière lui et s'effondre dans son fauteuil. Le silence de verre qui l'a protégé pendant 20 ans vient de se briser. Et il ne sait pas comment arrêter les morceaux de tomber. Le matin suivant, la réserve est enveloppée dans une brume dense, presque palpable, un reflet parfait de la confusion qui s'est installée dans l'esprit de Jean-Luc. La lumière du jour peine à percer. Tout est gris, étouffé, irréel. Il n'a pas dormi. Impossible. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Les yeux de cette femme, Ayana. Il ne sait même pas comment il connaît son nom maintenant. Peut-être l'a-t-elle dit, peut-être l'a-t-il toujours su. Son téléphone vibre sans arrêt depuis l'aube. Message de son conseil d'administration. Appel de son équipe de relations publiques. Notification de mention sur Twitter, Instagram, partout. La fiancée fantôme du milliardaire, titrent les journaux. Scandale à la réserve d'ébène. Qui est la mystérieuse Ayana? Il ignore tout. Il se tient debout devant la baie vitrée de son bureau, une tasse de café noir à la main, le regard perdu dans la brume. Quelque part là-bas, au-delà de la propriété, elle est là. Il le sent. Marc frappe à la porte avant d'entrer, une tablette à la main. « Monsieur, nous devons agir, maintenant. L'histoire a fait le tour du monde en moins de 6 heures. Les médias veulent des réponses. Le conseil veut une stratégie. » Jean-Luc ne se retourne pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est une opportuniste? Que c'est une mise en scène pour de l'argent? Certains spéculent que c'est une ancienne liaison. D'autres pensent que c'est une activiste qui cherche à vous discréditer. Jean-Luc ferme les yeux. Opportuniste, le mot est si facile, si confortable. Mais il sait que ce n'est pas la vérité. Et si ce n'était rien de tout ça? Marc hésite. Vous la connaissez? Je ne sais pas. Le silence qui suit est lourd. Marc pose la tablette sur le bureau. Nous avons identifié son nom complet. Ayana Okanja, 27 ans. Diplômée en droit international de l'Université de Genève. Militante pour les droits des peuples autochtones. Elle a travaillé avec plusieurs ONG en Afrique centrale. Aucun casier judiciaire, aucune dette, aucune trace de scandale. Jean-Luc se retourne lentement. Où est-elle maintenant? Elle a loué une petite maison dans le village voisin. Elle n'a fait aucune déclaration à la presse. Elle ne cherche pas l'attention. Elle attend. Attend. Ce mot résonne étrangement. Jean-Luc pose sa tasse et se dirige vers son coffre-fort privé, dissimulé derrière un panneau de bois précieux. Il entre le code, le mécanisme clique, il ouvre la porte. À l'intérieur, il y a peu de choses. Des documents légaux, des actes de propriété, une montre de son père, et, enveloppée dans du tissu blanc, une petite poupée de bois sculptée. Il ne l'a pas touchée depuis des années. Il ne sait même pas pourquoi il l'a gardée. Il la prend dans ses mains. Le bois est lisse, usé par le temps. Les traits du visage sont simples mais expressifs. Il y a quelque chose de familier dans cette poupée, quelque chose qui lui fait mal. « Monsieur ?»
Jean-Luc referme le coffre brusquement. « Organisez une conférence de presse. Je vais faire une déclaration. Qu'allez-vous dire? Que je ne la connais pas. Que c'est une erreur. Que tout ça est un malentendu. » Marc hoche la tête, soulagé, et quitte la pièce. Mais Jean-Luc sait qu'il ment. À Marc, à lui-même. Cette nuit-là, les cauchemars reviennent avec une intensité nouvelle. Il court à travers une forêt en flammes. Les arbres explosent en gerbes d'étincelles. L'air est irrespirable. Il entend des cris, des pleurs, et puis il la voit. Une petite fille, cachée sous les racines d'un arbre géant. Ses yeux le fixent, terrifiés. Il s'approche, il la soulève. Elle est légère, trop légère. Elle serre quelque chose contre sa poitrine. La poupée. « Ne me laisse pas », murmure-t-elle. « Je te le promets », répond-il. Il se réveille en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Sa chemise est trempée de sueur. Il se lève, titube vers la salle de bain, s'asperge le visage d'eau froide. Dans le miroir, il voit un étranger. Il regarde par la fenêtre. La brume commence à se lever. Et là, au bord de la rivière qui délimite sa propriété, il la voit. Ayana. Assise sur un rocher, immobile comme une statue. Elle ne regarde pas vers la maison, elle regarde l'eau, comme si elle attendait que le temps lui-même lui rende justice. Jean-Luc recule, le souffle court. Elle n'est pas une menace. Elle est pire que ça. Elle est un miroir, et il ne peut plus fuir ce qu'il voit. À Paris, dans un appartement minuscule du 19e arrondissement, Théo Dubois fixe son écran d'ordinateur depuis 4 heures du matin. Le café froid dans sa tasse a formé une pellicule brunâtre. Il ne l'a pas remarqué. Ses yeux brûlent, mais il ne peut pas s'arrêter. La fiancée fantôme du milliardaire. L'histoire a explosé partout. Mais Théo n'est pas intéressé par le scandale People. Il est blogueur d'investigation et son instinct lui hurle qu'il y a quelque chose de bien plus profond sous la surface. Il tape rapidement sur son clavier, naviguant entre les bases de données publiques, les archives de journaux, les rapports gouvernementaux. Le nom Kaya résonne dans sa tête. Il l'a déjà entendu quelque part. Mais où? Puis, il le trouve. Un article enterré dans les archives du Gabon Matin, daté du 12 août 2005. Titre: Incendie tragique dans le nord du Gabon, un village détruit. Le texte est bref, clinique, presque indifférent. Un incendie accidentel a ravagé le village de la communauté Kaya hier soir. Les autorités locales estiment entre 15 et 20 victimes. Les causes restent indéterminées. Théo sent son pouls accélérer. 15 à 20 victimes. Un village entier, effacé en une nuit. Et 6 mois plus tard, ces mêmes terres sont vendues à la Rousseau Global Mining pour l'exploration minière. Il ouvre un nouvel onglet. Rousseau Global Mining. Un empire bâti sur l'extraction de minerais rares. Cobalt, coltan, manganèse, le genre de ressources qui font tourner le monde moderne. Et à la tête de cet empire, un homme, Henri Rousseau. Théo agrandit la photo du PDG. Costume sur mesure, sourire de prédateur, regard froid. Un homme qui a construit sa fortune en achetant des terres à prix cassés dans des zones post-conflit ou post-catastrophe. Un euphémisme élégant pour dire qu'il profite du malheur des autres. Il creuse plus profond. Documents fiscaux, registres fonciers. Et là, il trouve la connexion. En 2006, 1 an après l'incendie, la famille de Montfort achète une portion massive de cette même terre pour créer la réserve privée d'ébène. Transaction légale, prix du marché. Rien d'illégal sur le papier. Mais Théo sait lire entre les lignes. Les terres n'étaient pas vides. Elles appartenaient à quelqu'un. Et ce quelqu'un a disparu dans un incendie accidentel. Il sauvegarde tout, crée un dossier chiffré et commence à écrire son article. Le titre s'écrit tout seul. Le paradis construit sur les cendres. L'histoire que personne ne veut raconter. Pendant ce temps, au Gabon, dans le petit village de Ndindi, à quelques kilomètres de la réserve, l'ambiance dans le café de Madame Dubois est électrique. La télévision est allumée en permanence, diffusant en boucle les images de la gala, le moment où Ayana a fait sa déclaration. Les villageois parlent à voix basse, mais leurs mots sont chargés d'une tension qui couvait depuis des années. « Je vous l'avais dit », murmure un vieil homme, ses mains tremblantes autour de sa tasse de thé.
Je vous avais dit que ces terres étaient maudites. On ne construit pas un paradis sur un cimetière sans que les morts ne reviennent. » Une femme plus jeune, assise près de la fenêtre, hoche la tête. « Mon père travaillait avec les Kayas. Il disait qu'il connaissait la forêt mieux que quiconque. Et du jour au lendemain, ils ont tous disparu, comme de la fumée. Personne n'a posé de questions. Personne n'a cherché à savoir. Madame Dubois, la propriétaire, essuie le comptoir avec un chiffon usé. Elle ne dit rien, mais son visage est sombre. Elle se souvient de cette nuit. Elle se souvient de la fumée qui a obscurci le ciel pendant 3 jours. Elle se souvient des camions qui sont arrivés pour nettoyer les décombres, avant même que les cendres ne soient froides. Cette fille a du courage, dit finalement un jeune homme, étudiant en médecine de retour pour l'été. Elle est allée droit au cœur du monstre, en direct, devant le monde entier. Le courage ne suffit pas contre les hommes comme de Montfort, réplique le vieil homme. Ils ont de l'argent, des avocats, du pouvoir. Elle va disparaître comme les autres. Peut-être, répond Madame Dubois, la voix basse, ou peut-être que cette fois, le monde regarde. Sur l'écran de télévision, l'image de Jean-Luc de Montfort est figée. Son visage, au moment exact où Aïana a prononcé son nom. Il n'y a pas de colère dans ses yeux. Il y a de la terreur. Et tout le monde dans ce café sait reconnaître la peur d'un homme qui voit son passé ressuscité. Dans sa mansion, Jean-Luc sent les murs se refermer sur lui. Chaque tentative de contrôler la situation ne fait que l'empirer. Sa déclaration publique, soigneusement rédigée par son équipe de communication, où il qualifie l'incident de « malentendu regrettable », est tournée en dérision sur les réseaux sociaux. Les mèmes se multiplient. Les théories conspirationnistes explosent. Mais le pire, ce ne sont pas les médias. C'est elle. Aïana est là, au bord de la rivière, chaque jour. Elle ne fait rien. Elle n'essaie pas d'entrer. Elle ne crie pas. Elle ne provoque pas. Elle attend simplement. Et cette patience est plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. Jean-Luc ordonne à la sécurité de la faire partir. Ils essaient, poliment d'abord, puis avec plus de fermeté. Mais elle ne se trouve jamais sur sa propriété. Elle reste juste de l'autre côté de la limite, sur un terrain public. Légalement, il ne peut rien faire. Il la regarde à travers ses jumelles, depuis la sécurité de son bureau. Elle porte toujours des vêtements simples. Parfois, elle tresse des paniers avec des feuilles de palmier. Parfois, elle chante doucement. Une mélodie qu'il ne reconnaît pas, mais qui lui déchire le cœur. Marc entre sans frapper, le visage tendu. « Monsieur, nous avons un problème. Un blogueur français vient de publier un article. Il relie votre famille à l'incendie de 2005. Il parle de Rousseau Mining. Il dit que la réserve a été construite sur les terres des Kayas. » Jean-Luc lâche les jumelles. Son sang se glace. Qui est ce blogueur? Théo Dubois. Il est basé à Paris, mais il a des contacts ici. L'article est en train de devenir viral. Les médias internationaux commencent à le reprendre. Jean-Luc ferme les yeux. La toile se resserre. Il n'est plus seulement un homme confronté à son passé, il est un homme pris au piège d'une vérité qui refuse de rester enterrée. Qu'est-ce qu'on fait? Marc hésite. Nous pourrions essayer de le faire taire. Poursuite pour diffamation. Pression sur ses sponsors. Non. Le mot sort avec une force qui surprend Jean-Luc lui-même. Si on fait ça, on confirme qu'il a raison. Alors quoi? Jean-Luc se lève, marche vers la fenêtre. Dehors, Aïana est toujours là, imperturbable, inébranlable. Je vais lui parler. À Dubois? Non, à elle. Jean-Luc attend la tombée de la nuit. Il ne veut pas de témoins, pas de caméra, pas de spectacle. Juste lui et elle, et la vérité qu'il ne peut plus éviter. Il descend le sentier qui mène à la rivière, ses chaussures de ville glissant sur la terre humide. Il n'a pas marché dans la forêt depuis des années. L'odeur de mousse et de décomposition le submerge. Les sons nocturnes de la jungle l'entourent. Le cri des singes hurleurs, le chant des grenouilles, le bruissement des feuilles. Elle est là, comme il le savait, assise sur le même rocher, les pieds dans l'eau. Elle ne se retourne pas quand il approche. Elle a senti sa présence. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. Qu'est-ce que vous voulez ?»
demande-t-il, la voix plus rauque qu'il ne le voudrait. Vous le savez déjà. Il s'arrête à quelques mètres d'elle, assez près pour voir son profil dans la lumière de la lune, assez loin pour fuir si nécessaire. Je ne vous connais pas. Je ne sais rien de cette histoire de feu, de village, de mensonge. Le mot claque dans l'air, comme un coup de fouet. Elle se lève, se retourne lentement. Ses yeux le transpercent. Vous vous souvenez? Pas tout, pas encore. Mais vous vous souvenez assez pour avoir peur. Il recule d'un pas. Je peux vous donner de l'argent. Ce que vous voulez. 1 million, 2, 10. Partez. Laissez-moi tranquille. Le rire qui sort de sa gorge est amer, presque triste. Vous pensez que je suis venu pour votre argent? Elle fait un pas vers lui. Vous pensez que c'est ce que vaut la vie de mes parents, de mes grands-parents, de mon peuple entier? Alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. Elle plonge sa main dans la poche de sa robe et en sort quelque chose. Une photographie, ancienne, décolorée. Elle la lui tend. Il hésite, puis la prend. Ses mains tremblent. Sur la photo, une famille sourit. Un homme, une femme, 3 enfants. Et une petite fille, peut-être 6 ans, qui tient fermement une poupée de bois sculptée. Les mêmes yeux qu'Aïana, les mêmes traits, la même détermination, même à cet âge. « C'est moi », dit-elle doucement. « C'était ma famille. » Jean-Luc sent ses jambes se dérober. Il s'assoit lourdement sur le sol, la photo serrée dans ses mains. Les images le frappent comme une avalanche. Le feu, les cris. Lui, un adolescent de 17 ans, en visite chez son père pour les vacances d'été. Il avait entendu les explosions. Il avait vu les flammes. Il avait couru, pas vers la sécurité, mais vers le danger. Pourquoi? Il ne le savait pas. L'instinct, la panique, le désespoir. Et il l'avait trouvé, caché sous les racines d'un arbre géant, recroquevillé, serrant sa poupée contre sa poitrine. Ses vêtements fumaient, ses yeux étaient remplis d'une terreur qui dépassait son âge. « Ne me laisse pas », avait-elle murmuré. « Je te le promets », avait-il répondu. Il l'avait portée jusqu'à la rivière, là où l'eau pouvait les protéger des flammes. Il avait attendu avec elle, tremblant, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Et puis son père était arrivé, avec des hommes en uniforme qui n'étaient pas des pompiers, des hommes qui posaient trop de questions, des hommes qui avaient dit « Il vaut mieux que tu oublies ce que tu as vu, pour ton bien ». Son père l'avait ramené à la maison. Il avait reçu des soins pour ses brûlures superficielles, et on lui avait dit de ne jamais en parler, jamais. Et comme un lâche, il avait obéi. Jean-Luc lève les yeux vers Aïana. Des larmes coulent sur son visage sans qu'il puisse les arrêter. « Je suis désolé », murmure-t-il. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû revenir. J'aurais dû... » « Vous étiez un enfant, » dit-elle, sa voix étonnamment douce. « Vous aviez peur. Je comprends. Mais maintenant vous n'êtes plus un enfant. Et vous ne pouvez plus avoir peur. » Elle s'accroupit devant lui, le regard intense. « Vous pensez que je suis venu pour me marier avec vous? Vous pensez que c'est ce que cette proposition signifie ?» Il hoche la tête, incapable de parler. « Vous vous trompez. Je ne veux pas de votre amour. Je ne veux même pas de votre argent. » Elle marque une pause. « Je veux votre voix. Ma voix. Vous êtes la seule personne vivante qui a vu ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous êtes le seul témoin que personne ne peut faire disparaître. Pas avec votre nom, pas avec votre fortune. » Sa voix se durcit. L'homme qui a ordonné cet incendie, Henri Rousseau, est toujours libre. Il est toujours puissant. Et si je l'affronte seul, je meurs. Mais si je suis lié à vous, si le monde pense que nous sommes unis, alors je deviens intouchable. Jean-Luc la fixe, abasourdi. Vous avez orchestré tout ça? La proposition publique, le scandale? Tout ça était un bouclier, une arme, un pacte. Elle se lève. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de témoigner, de dire la vérité, de donner à mon peuple la justice qu'on lui a volée. Il reste silencieux, le poids de ses mots l'écrasant. Et si je refuse, alors vous continuez à vivre dans votre prison de verre. Et moi, je meurs en sachant que j'ai essayé. Elle se retourne pour partir. « Attendez !»
Elle s'arrête, Jean-Luc se lève lentement, la photographie toujours dans sa main. Votre poupée, je l'ai gardée. Pendant toutes ces années, je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Pour la première fois, il voit quelque chose se briser dans son armure. Une lueur dans ses yeux, de la surprise, peut-être même de l'espoir. Alors vous ne m'avez pas complètement oublié. Non, murmure-t-il, je ne t'ai jamais oublié. Le silence entre eux est immense, chargé de 20 ans de douleur, de culpabilité, de promesses brisées. Finalement, elle hoche la tête. Réfléchissez, vous avez jusqu'à demain. Après, je ferai ce que je dois faire, seul. Elle disparaît dans l'obscurité de la forêt, le laissant seul au bord de la rivière, tenant la preuve d'une vie qu'il a sauvée et d'une promesse qu'il a trahie. Jean-Luc ne dort pas cette nuit-là. Il reste assis dans son bureau, la photographie posée devant lui comme une accusation silencieuse. La poupée de bois repose à côté, témoin muet de 20 années de lâcheté. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit le visage de la petite Aliana, ses yeux remplis d'une confiance qu'il a trahie. L'aube arrive sans qu'il l'ait remarqué. La lumière grise se glisse à travers les baies vitrées, révélant l'ampleur de sa solitude. Cette maison immense, ce royaume de verre et d'acier n'a jamais été un foyer. C'était une forteresse, une prison, une tombe pour les vivants. Marc arrive à 8 heures précises, comme toujours. Mais aujourd'hui, son visage est plus tendu que d'habitude. « Monsieur, nous avons de la visite, 2 hommes. Ils disent qu'ils représentent Rousseau Global Mining. Ils insistent pour vous voir immédiatement. » Jean-Luc sent son estomac se nouer. Il savait que ça arriverait. Il était inévitable que Rousseau réagisse. « Fais-les entrer !» Quelques minutes plus tard, 2 hommes en costume pénètrent dans son bureau. Ils sont parfaitement assortis, cheveux gominés, sourire professionnel, mallette en cuir italien. Mais leurs yeux sont froids, calculateurs. Ce sont des requins habillés en banquiers. Monsieur de Montfort, commence le premier, tendant une main que Jean-Luc ne serre pas. Je suis maître Laurent Beaumont, conseiller juridique principal de Rousseau Global Mining. Et voici mon collègue, maître Vincent Mercier. Qu'est-ce que vous voulez ? Beaumont sourit, un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Nous sommes venus en amis, en partenaires même. Vous savez, monsieur de Montfort, nos entreprises ont toujours eu une relation cordiale. Votre père et monsieur Rousseau étaient de bons collaborateurs. Mon père est mort, justement. Nain Mercier prend le relais, sa voix onctueuse comme de l'huile. C'est précisément pourquoi nous sommes ici, pour vous protéger de certaines complications inutiles. Il ouvre sa mallette et en sort un dossier. Il le pose délicatement sur le bureau, comme s'il manipulait une bombe. Cette affaire avec mademoiselle Okanja est regrettable. Nous comprenons qu'elle vous ait pris par surprise, mais il est important que vous compreniez la situation dans son ensemble. Jean-Luc ne touche pas le dossier. Continuez. Beaumont se penche légèrement en avant, les mains jointes. L'incident de 2005 était une tragédie. Personne ne le nie. Mais c'était un accident. Les autorités locales ont conclu à un incendie accidentel. Il n'y a jamais eu de preuves contraires, et les terres ont été acquises de manière parfaitement légale. Légale, répète Jean-Luc, le mot amer sur sa langue. Absolument. Mercier tapote le dossier. Tout est documenté. Certificat de propriété, autorisation gouvernementale, compensation versée aux familles des victimes. Tout est en ordre. Combien ? Pardon ? Combien avez-vous payé pour leur silence ? Le sourire de Beaumont se fige légèrement. Monsieur de Montfort, je comprends que les émotions soient vives en ce moment, mais il faut être pragmatique. Cette jeune femme essaie de créer un scandale basé sur des émotions et des souvenirs d'enfants. Elle n'a aucune preuve tangible. Aucun tribunal ne prendrait son histoire au sérieux. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Le silence qui suit est lourd. Les 2 avocats échangent un regard. Parce que, dit finalement Mercier, sa voix perdant son vernis de politesse, même les histoires sans fondement peuvent causer des dommages. Les médias adorent les scandales. Les actionnaires détestent l'incertitude. Et votre proximité apparente avec mademoiselle Okanja
pourrait être mal interprété. Mal interprété comment? Comme une confirmation. Beaumont se lève, lisse sa veste. Si le monde pense que vous soutenez ces accusations, cela donne du crédit à ces mensonges. Cela ouvre des portes qui devraient rester fermées. Jean-Luc sent la menace sous les mots polis. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des avertissements. Nous sommes venus vous offrir une solution, continue Beaumont. Distancez-vous d'elle, publiquement. Faites une déclaration claire indiquant que vous ne la soutenez pas, que ces allégations sont sans fondement. Nous nous occuperons du reste. Le reste? Mercier ferme sa mallette avec un claquement sec. Mademoiselle Okanja est une femme seule, sans ressources réelles, sans soutien institutionnel. Elle a fait beaucoup de bruit, mais le bruit s'éteint toujours. Il marque une pause. Les accidents aussi, malheureusement. Ils se répètent, surtout quand les gens ne font pas attention où ils marchent. Le sang de Jean-Luc se glace. Ce n'est plus une conversation. C'est une menace de mort à peine voilée. « Sortez !» dit-il, la voix tremblante de rage contenue. « Monsieur de Montfort, soyez raisonnable. Sortez !» Les deux hommes se lèvent calmement, sans précipitation. Beaumont laisse une carte de visite sur le bureau. « Réfléchissez. Vous avez 48 heures. Après, nous ne pourrons plus garantir la sécurité de la situation. » Ils quittent la pièce avec la même arrogance tranquille avec laquelle ils sont entrés. Jean-Luc reste immobile, le cœur battant, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis 20 ans, il ne ressent pas de la peur pour lui-même, il ressent de la peur pour elle, pour Ayana. Et avec cette peur vient quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis cette nuit dans la forêt en flammes, le besoin impérieux de protéger quelqu'un d'autre que lui-même. Il attrape son téléphone et compose un numéro qu'il n'a jamais utilisé, celui que Marc lui a donné pour les urgences extrêmes. « Marc, j'ai besoin que tu trouves Ayana, immédiatement, et assure-toi qu'elle est en sécurité. Engage des gardes, les meilleurs. Je ne veux pas qu'elle soit seule une seule seconde. » « Monsieur, que se passe-t-il? Ils vont essayer de la tuer et je ne laisserai pas ça arriver. » Il raccroche et regarde par la fenêtre. Le ciel est couvert, lourd de pluie imminente. Une tempête approche, et cette fois, il ne fuira pas. Le ciel explose dans l'après-midi. Ce n'est pas une pluie ordinaire, c'est un déluge, une furie tropicale qui transforme le monde en un mur d'eau. Les éclairs déchirent le ciel comme des griffes blanches. Le tonnerre fait trembler les fondations de la mansion. Jean-Luc attend. Il a envoyé un message à Ayana. « Venez, nous devons parler. Vous êtes en danger. » Il ne sait pas si elle viendra. Il ne sait pas si elle lui fait encore assez confiance. Mais il doit essayer. La tempête s'intensifie, les lumières vacillent, puis s'éteignent complètement. Le générateur de secours tarde à se déclencher. Pendant quelques secondes, la mansion est plongée dans l'obscurité totale. Puis, une lueur faible et intermittente, les lampes d'urgence. C'est dans cette pénombre que Jean-Luc entend la porte s'ouvrir. Il se retourne. Ayana est là, trempée jusqu'aux os, ses vêtements collés à sa peau, ses cheveux défaits ruisselant d'eau. Elle est venue malgré la tempête, malgré tout. Vous avez dit que j'étais en danger. Ils sont venus, ce matin, 2 avocats de Rousseau. Jean-Luc marche vers elle, urgent. Ils m'ont menacé. Mais surtout, ils vous ont menacé. Ils ont parlé d'accidents, de choses qui arrivent aux gens qui ne font pas attention. Ayana ne semble pas surprise. Elle essuie l'eau de son visage avec le dos de sa main. Je sais, j'ai toujours su que ça viendrait à ça. C'est pourquoi j'avais besoin de vous. Un éclair illumine la pièce, révélant l'intensité de son regard. Mais maintenant, je dois savoir. Allez-vous témoigner? Allez-vous me protéger comme vous m'avez promis il y a 20 ans? Ou allez-vous me laisser mourir comme vous avez laissé mon peuple mourir? Les mots sont comme des coups de couteau. Jean-Luc titube sous leur poids. Il s'arrête, respire profondément. J'ai passé 20 ans à fuir cette nuit, à me convaincre que je n'étais qu'un enfant, que je n'avais pas le choix. Mais c'était un mensonge. J'avais un choix. Et j'ai choisi le silence. J'ai choisi la lâcheté. Il s'approche d'elle, assez près pour voir les gouttes de pluie trembler sur ses cils.
Mais je ne veux plus être cet homme. Je ne veux plus vivre dans cette prison. Sa voix se brise. J'ai peur. Je suis terrifié. Mais je témoignerai. Je dirai tout ce que je sais. Je donnerai à ton peuple la justice qu'on lui a volée. Pour la première fois, Ayana laisse tomber son masque de contrôle. Ses épaules s'affaissent légèrement. Une larme se mêle à la pluie sur son visage. Vous comprenez ce que ça signifie? Ils vont essayer de vous détruire, votre réputation, votre fortune, peut-être même votre vie. Je sais. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Jean-Luc tend la main et doucement essuie la larme sur sa joue. Parce qu'il y a 20 ans, je t'ai fait une promesse, et même si j'ai passé 2 décennies à essayer de l'oublier, elle n'est jamais morte. Il prend une inspiration tremblante. Et parce que tu mérites mieux qu'un lâche. Ton peuple mérite mieux. Le tonnerre gronde au-dessus d'eux, mais dans ce moment, ils n'entendent que leur propre respiration. Ayana pose sa main sur celle de Jean-Luc. « Le mariage », dit-elle doucement. Ce n'était jamais vraiment une question d'amour. C'était une stratégie, un bouclier, une arme. Je sais, mais... Elle hésite, vulnérable pour la première fois. Peut-être que ça pourrait être plus, un jour, si on survit à tout ça. Jean-Luc sent quelque chose se briser en lui, pas douloureusement, comme une coquille qui craque pour laisser sortir quelque chose de vivant. « Raconte-moi tout », dit-il. « Toute la vérité, chaque détail. Je dois savoir exactement contre quoi nous nous battons. » Ayana hoche la tête. Il s'assoit sur le sol du bureau, éclairé seulement par les éclairs intermittents et les lampes d'urgence. Et pendant des heures, elle parle. Elle lui raconte comment elle a survécu cette nuit-là, cachée dans la rivière, jusqu'à ce que des gens du village voisin la trouvent. Comment elle a été placée dans un orphelinat, sans nom, sans identité. Comment elle a passé des années à chercher des réponses, à reconstituer les fragments de son passé. Elle lui parle de sa découverte, les documents qui prouvent que l'incendie n'était pas un accident, mais un acte délibéré. Les témoins qui ont vu des hommes avec des jerrycans d'essence. Les enregistrements audio d'un responsable de Rousseau Mining parlant de nettoyer la zone pour faciliter l'extraction. Elle lui montre les preuves qu'elle a accumulées, des photos, des documents, des témoignages enregistrés. Tout est méthodique, organisé, préparé avec la précision d'une avocate qui sait que sa vie dépend de la solidité de son dossier. Mais sans témoin direct, explique-t-elle, tout ça peut être contesté, ignoré, enterré sous des procédures judiciaires qui durent des décennies. Rousseau a les moyens de me faire taire, de faire disparaître les preuves, de corrompre les juges. Elle le regarde intensément. C'est pourquoi j'avais besoin de vous. Vous êtes la seule personne que leur argent ne peut pas acheter, la seule personne que leur pouvoir ne peut pas effacer. Jean-Luc comprend maintenant l'ampleur de son génie tactique. La proposition publique n'était pas une demande. C'était une déclaration de guerre menée avec une précision chirurgicale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ayana sort une clé USB de sa poche. On organise une conférence de presse, internationale, dans 48 heures. On présente toutes les preuves, et vous témoignez, devant le monde entier, en direct, impossible à censurer, impossible à ignorer. Rousseau sera là, il va essayer d'arrêter ça. Qu'il essaye. Son sourire est féroce. C'est exactement ce que je veux. Je veux qu'il soit là quand la vérité explose. Je veux qu'il voie que l'empire qu'il a construit sur nos cendres est en train de s'effondrer. Jean-Luc tend la main. Alors, on est d'accord. On le fait. Ensemble. Elle saisit sa main. Leur poignée de main est ferme, scellant un pacte qui dépasse le simple accord tactique. C'est une alliance forgée dans la tempête, entre deux âmes brisées par le même crime, unies par la même soif de justice. Dehors, la tempête commence à se calmer. La pluie diminue, les éclairs s'éloignent. Mais à l'intérieur de la mansion de verre, quelque chose de nouveau est en train de naître. Non pas un amour romantique, pas encore, mais quelque chose de plus profond. La confiance, le respect. Et la certitude partagée que certaines batailles valent la peine d'être menées, quel que soit le prix. Ayana se lève, prête à partir. 48 heures, dit-elle. Reposez-vous, préparez-vous, car après,
Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je sais. Elle fait quelques pas vers la porte, puis s'arrête. Jean-Luc? Oui? Merci, pour ne pas avoir oublié complètement. Et elle disparaît dans la nuit qui suit la tempête, le laissant seul avec le poids d'une promesse qu'il s'apprête enfin à tenir. Les 48 heures qui suivent sont comme une bulle hors du temps. La mansion de Verre, autrefois une prison solitaire, se transforme en quartier général. Théo Dubois arrive de Paris le lendemain matin, une valise dans une main, son ordinateur portable dans l'autre, les yeux brillants d'excitation et d'adrénaline. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ?» demande-t-il à Jean-Luc dès leur première poignée de main. « Non », répond Jean-Luc honnêtement, « mais je le fais quand même. » Théo sourit, un sourire de conspirateur. « Alors on va bien s'entendre. » Il travaille, jour et nuit. La grande table de la salle à manger disparaît sous des piles de documents, de photos, de transcriptions. Des cartes du Gabon sont étalées, marquées de croix rouges, indiquant les sites d'exploitation de Rousseau Mining. Des chronologies sont reconstruites, minute par minute, reliant chaque décision corporative à ses conséquences humaines. Aïana est au centre de tout, dirigeant l'opération avec la précision d'un général préparant une bataille. Elle connaît chaque détail, chaque nom, chaque date. Sa mémoire est photographique, impitoyable. Mais Jean-Luc remarque autre chose. Dans ces moments de concentration intense, elle n'est pas seulement une avocate ou une activiste. Elle est la gardienne de la mémoire de son peuple. « Ici », dit-elle un soir, pointant une zone sur la carte. « C'était notre école. Mon grand-père l'avait construite de ses propres mains. Les enfants y apprenaient à lire en français et en kaya. » Sa voix ne tremble pas, mais Jean-Luc voit ses doigts se crisper légèrement. Maintenant, c'est un parking pour les camions miniers. Théo tape furieusement sur son clavier, documentant chaque révélation. « Combien d'autres sites comme ça ?»« 16, répond Aïana. 16 villages, tous déplacés, détruits ou accidentellement brûlés. Tous dans des zones riches en minerais. Tous dans les 5 ans qui ont suivi l'arrivée de Rousseau dans la région. » Le silence qui suit est pesant. Jean-Luc se lève, marche vers la fenêtre. Le soleil se couche sur la réserve, peignant le ciel en orange et pourpre. C'est beau, terriblement beau, et construit sur tant de douleur. « Comment faites-vous » demande-t-il sans se retourner. « Comment portez-vous tout ça sans vous effondrer ?» Aïana le rejoint près de la fenêtre. Elle reste silencieuse un moment, observant le même coucher de soleil. Parce que si je m'effondre, ils gagnent. Si j'oublie, ils effacent mon peuple une seconde fois. Elle pose doucement sa main sur la vitre. La mémoire est une arme, et parfois c'est la seule qu'on a. Jean-Luc se tourne vers elle. Dans cette lumière dorée, il la voit vraiment pour la première fois. Non pas comme la femme qui a fait irruption dans sa vie, ni comme la stratège brillante qui a orchestré tout cela. Il la voit comme ce qu'elle est. Une survivante qui a transformé sa douleur en force. « Vous êtes extraordinaire », murmure-t-il. Elle le regarde, surprise par la sincérité dans sa voix. « Je suis en colère. Ce n'est pas la même chose. »« Si, ça l'est. Parce que vous auriez pu utiliser cette colère pour détruire. Au lieu de ça, vous l'utilisez pour construire, pour témoigner, pour donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Quelque chose passe entre eux. Une connexion qui va au-delà de l'alliance stratégique. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc sent les murs qu'il a construits autour de son cœur commencer à s'effriter. Mais le moment est interrompu par Théo qui les appelle. « Vous devez voir ça. Rousseau vient de publier un communiqué de presse. » Il se précipite vers l'ordinateur. Sur l'écran, le logo de Rousseau Global Mining brille, suivi d'un texte soigneusement rédigé. Rousseau Global Mining rejette catégoriquement les allégations non fondées propagées par certains individus, cherchant à nuire à notre réputation. Nos opérations au Gabon respectent scrupuleusement toutes les lois locales et internationales. Nous regrettons que M. Jean-Luc de Montfort ait été manipulé par des opportunistes, et nous espérons qu'il retrouvera rapidement sa lucidité. Toute conférence de presse organisée sans notre participation sera considérée comme de la diffamation, et nous prendrons toutes les mesures légales nécessaires. Ils ont peur, dit Aïana, un sourire féroce sur les lèvres. Ils essaient de vous discréditer avant même que vous parliez.
Ça veut dire qu'ils vont venir ? Demande Jean-Luc. Oh, ils viendront. Théo ferme l'ordinateur. Ils doivent venir. S'ils restent cachés, ça confirme leur culpabilité. S'ils viennent, ils peuvent essayer de contrôler le récit. Dans tous les cas, on gagne. Cette nuit-là, Jean-Luc ne peut pas dormir. Il sort de la mansion, marche dans la réserve sous le ciel étoilé. Les bruits de la jungle l'entourent, le chant des grillons, le cri lointain d'un léopard, le bruissement des feuilles. Il arrive à la serre, ce sanctuaire de verre où il cultivait des orchidées rares, cherchant une paix qu'il n'a jamais trouvée. Il pousse la porte. La chaleur humide l'enveloppe immédiatement. Et là, entre les rangées de fleurs, il trouve Aïana. Elle est assise sur un petit banc, tenant délicatement une orchidée sauvage entre ses doigts. « Vous ne dormez pas non plus ?» demande-t-il doucement. Les nuits avant les batailles sont toujours longues. Il s'assoit à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre eux. « Vous avez peur. » « Toujours. » Elle sourit tristement. « Mais la peur ne m'arrête plus. Elle me guide. » Jean-Luc regarde les orchidées autour d'eux. Des centaines de variétés, certaines plus rares que l'or. Il avait passé des années à les collectionner, à les préserver. Un hobby de riche qui cherchait à contrôler la beauté sauvage. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit-il. « J'ai construit cette serre pour sauver des espèces en danger, mais je n'ai jamais pensé aux gens que j'avais contribué à effacer. » Aïana tourne l'orchidée dans ses mains, observant ses pétales violets. « Cette fleur, dit-elle. En Kaya, on l'appelle Mumbolo Yaliwa, la fleur du souvenir. Nos ancêtres la plantaient sur les tombes. Pas pour pleurer, mais pour se rappeler que la vie continue, même après la mort. » Elle lève les yeux vers lui. « C'est pour ça que je suis revenu. Pas seulement pour la justice, mais pour m'assurer que mon peuple ne sera pas oublié, que leurs vies avaient un sens. » Jean-Luc sent sa gorge se serrer. « Apprenez-moi. »« Quoi ? » ?»« Les noms des fleurs, en Kaya, les histoires, tout ce que vous pouvez. » Il la regarde intensément. « Si je dois témoigner pour votre peuple, je veux les connaître. Pas comme des victimes, mais comme des êtres humains. » Aïana reste silencieuse un long moment. Puis, avec une douceur inattendue, elle commence à parler. Elle lui raconte les légendes de son enfance, les noms de plantes qui guérissent et de celles qui empoisonnent, les chants que sa grand-mère fredonnait en préparant les repas, les jeux que les enfants jouaient au bord de la rivière. Elle lui apprend les mots « mbot » bonjour, « bolingo » amour, « posa » pardon, « kimia » paix. Et Jean-Luc écoute, absorbant chaque mot comme un homme assoiffé boit de l'eau. Pour la première fois, il comprend ce qu'il a vraiment perdu cette nuit-là. Pas seulement des vies, mais toute une culture, tout un monde. « Mbot et Aïana » dit-il maladroitement, essayant la prononciation. Elle sourit, un vrai sourire qui illumine son visage. « Mbot Jean-Luc. » Dans cette serre, entourée de fleurs qui portent la mémoire des morts, quelque chose de nouveau commence à fleurir. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est le respect profond qui précède l'amour. La reconnaissance de l'humanité de l'autre, le début d'un pont entre deux mondes brisés. Aïana se lève, prête à retourner à la maison d'amis où elle loge. Demain, c'est le grand jour. Je sais. Vous êtes prêts ? Jean-Luc réfléchit. Est-il prêt à détruire tout ce qu'il a construit ? À sacrifier son nom, sa réputation, sa tranquillité ? À devenir l'ennemi de l'homme le plus puissant du continent ? Non, dit-il honnêtement, mais je le ferai quand même. Elle pose sa main sur son épaule, un geste simple mais chargé de signification. Alors, vous êtes déjà plus courageux que vous ne le pensez. Elle part, le laissant seul parmi les orchidées et leurs souvenirs silencieux. Le jour arrive trop vite. La réserve est envahie dès l'aube par des camions de télévision, des journalistes du monde entier, des équipes techniques qui installent des caméras, des micros, des projecteurs. CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, tous sont là. L'histoire a pris une ampleur que même Aïana n'avait pas anticipée. Au centre de la réserve, sur une estrade de bois construite en une nuit, un podium attend. Simple, sans fioriture, juste un micro et la vérité qui s'apprête à être dite. Jean-Luc se prépare dans son bureau. Il a choisi un costume sobre, noir, sans ostentation.
Ses mains tremblent en nouant sa cravate. Marc entre, le visage grave. « Monsieur, le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Si vous faites ça, il vous révoque. Je sais. Votre fortune personnelle sera probablement gelée pendant les procédures. Rousseau va vous poursuivre pour diffamation. Je sais. Vous pourriez tout perdre. » Jean-Luc se retourne, regarde Marc dans les yeux. « Marc, j'ai déjà tout perdu il y a 20 ans. Je vivais juste dans l'illusion que je possédais encore quelque chose. » Marc hoche lentement la tête. « Alors je reste avec vous, jusqu'au bout. » Jean-Luc sent une boule dans sa gorge. Loyauté. Voilà quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Merci. Dehors, la foule s'assemble. Journalistes au premier rang, caméras braquées. Derrière eux, des curieux, des villageois de Ndindi, des activistes qui ont fait le voyage depuis Libreville. L'énergie est électrique, et puis, comme prévu, il arrive. Henri Rousseau descend d'une limousine noire, entouré d'une armée d'avocats et de gardes du corps. Il a 70 ans, mais il marche avec l'assurance d'un empereur. Costume gris anthracite, lunettes de soleil malgré le ciel nuageux, une aura de pouvoir qui fait instinctivement reculer les gens. Il repère Théo dans la foule et lui lance un regard qui vaut toutes les menaces. Puis il prend place au premier rang, jambes croisées, mains jointes, un sourire froid sur les lèvres. Il est venu pour un spectacle. Il est venu pour détruire. Ayana monte sur l'estrade la première. Elle porte une robe traditionnelle kaya, tissée par l'une des dernières artisanes de son peuple. Elle est magnifique, digne, inébranlable. Elle s'approche du micro. Le silence tombe comme une lame. « Bonjour, je m'appelle Ayana Okanja. Je suis la dernière héritière du peuple kaya. » Sa voix est claire, sans faiblesse. « Il y a 20 ans, mon village a été détruit. Mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes amis d'enfance, tous ont été brûlés vifs dans un incendie qui n'était pas un accident. » Elle marque une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « On nous a dit que c'était une tragédie, une fatalité, mais ce n'était pas la vérité. » Elle active l'écran géant derrière elle. Des documents apparaissent, des emails internes de Rousseau Mining, des rapports géologiques datant de 2004 indiquant la présence de minerais rares sous les terres Kaya, des ordres signés pour accélérer l'acquisition du territoire, puis des photos, le village avant, le village après, des corps carbonisés que la caméra ne montre qu'en silhouette par respect. La foule retient son souffle. Certains journalistes détournent les yeux. Même les plus endurcis sentent leur estomac se tordre. Ayana présente ensuite les témoignages audio. Des voix de survivants, enregistrées secrètement. Un ancien employé de Rousseau Mining, mourant du cancer, qui confesse avoir vu des hommes verser de l'essence autour des maisons. Rousseau ne bouge pas. Son visage reste impassible. Mais ses doigts se crispent légèrement sur l'accoudoir de sa chaise. Ces preuves, continue Ayana, ont été rassemblées sur 10 ans. Mais sans un témoin direct, elles pouvaient être contestées, ignorées, enterrées. Elle tourne son regard vers Jean-Luc, qui attend en coulisses. C'est pourquoi j'ai besoin que quelqu'un parle, quelqu'un qui était là, quelqu'un qui a vu. Elle fait un geste. Jean-Luc avance. Le murmure de la foule s'intensifie. Les caméras pivotent. Les flashs explosent. Jean-Luc monte les marches de l'estrade. Chaque pas lui semble peser une tonne. Il s'arrête devant le micro, regarde la mer de visage. Il voit Rousseau au premier rang, le sourire toujours en place, les yeux brillants de défi. Puis, il sent Ayana à côté de lui. Elle ne le touche pas, mais sa présence est un ancrage. Il respire profondément. C'est le moment, le point de non-retour. Il sort quelque chose de sa poche, la poupée de bois. Il la tient devant lui, la lève pour que tout le monde puisse la voir. Cette poupée, commence-t-il, la voix tremblante mais claire, appartient à une petite fille que j'ai sauvée d'un incendie il y a 20 ans. Son nom était Ayana. Il marque une pause. Et cet incendie n'était pas un accident. J'ai vu les hommes, j'ai vu les jerrycans, j'ai senti l'essence. Le silence est total. Même le vent semble retenir son souffle. J'avais 17 ans. J'étais terrifié. Et quand mon père m'a dit d'oublier, j'ai obéi. Sa voix se brise légèrement.
J'ai passé 20 ans à essayer d'enterrer cette nuit, à construire une vie sur le silence. Mais le silence n'est pas la paix, c'est juste une autre forme de complicité. Il lève les yeux, regarde directement Rousseau. Cet homme, dit-il en pointant Henri Rousseau, a ordonné le massacre du peuple Kaya pour voler leurs terres. Et mon père, il sent les larmes brûler ses yeux. Mon père a acheté cette terre en sachant d'où elle venait. Il a construit cette réserve sur leurs cendres. Et moi, par mon silence, j'ai laissé faire. Rousseau se lève brusquement, le visage déformé par la rage. « Mensonge !» hurle-t-il. « Ce garçon était un enfant traumatisé. Ses souvenirs ne valent rien. » Mais Jean-Luc ne s'arrête pas. Il continue, décrivant chaque détail de cette nuit. Les cris, l'odeur, le poids de la petite Ayana dans ses bras, les visages des hommes qu'il a vus. Il donne des noms, des descriptions, des détails que seul un témoin direct pourrait connaître. « Je ne demande pas votre pardon, dit-il finalement, regardant maintenant la caméra, sachant que le monde entier le regarde. Je ne le mérite pas, mais je demande que justice soit faite, que le peuple Kaya soit reconnu, que leur mort soit honorée, et que cet homme, il pointe à nouveau Rousseau, paie pour ce qu'il a fait. Il pose la poupée sur le podium. Symbole, preuve, promesse tenue. Rousseau essaie de parler, mais les journalistes se jettent sur lui comme des requins sentant le sang. Les questions fusent de partout. Ses avocats tentent de le protéger, de l'escorter vers la voiture. Mais c'est trop tard. Les images sont déjà diffusées en direct. Le monde a vu, le monde sait. Jean-Luc descend de l'estrade, les jambes tremblantes. Ayana l'attend en bas. Pour la première fois, il voit des larmes couler librement sur son visage. Elle ne dit rien. Elle le serre simplement dans ses bras, et dans cette étreinte, il sent 20 ans de culpabilité commencer enfin à se dissoudre. 6 mois plus tard, le matin se lève sur ce qui fut autrefois la réserve privée d'ébène. Mais ce nom n'existe plus. Maintenant, une pancarte en bois sculpté se dresse à l'entrée, gravée en 3 langues, français, anglais et Kaya. Territoire Kaya de la mémoire et du futur. Jean-Luc marche pieds nus sur la terre rouge. Ses chaussures de ville sont rangées depuis longtemps. Il porte des vêtements simples, un pantalon de toile et une chemise blanche roulée aux manches. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, sont plus longs, légèrement ébouriffés par le vent. Il ressemble enfin à un homme qui habite sa vie au lieu de la fuir. Il s'arrête devant un bâtiment neuf, construit avec du bois local et de la pierre. Au-dessus de la porte, une plaque, école et centre culturel Okanja. Le nom des parents d'Ayana, leur héritage enfin honoré. Des voix d'enfants résonnent à l'intérieur. Des rires, des chants en Kaya. Jean-Luc sourit. C'est le son de la vie qui reprend ses droits. Tu rêvasses encore? Il se retourne. Ayana est là, un panier de mangue fraîche dans les bras. Elle porte une robe simple, ses cheveux tressés avec des perles de bois. Elle est radieuse. La colère qui brûlait en elle s'est transformée en quelque chose de plus doux. Pas l'oubli. Jamais l'oubli, mais la paix qui vient quand la justice a été rendue. Je pensais à tout ce qui a changé, dit-il. Tout? Elle s'approche, dépose le panier. Ou juste toi? Il rit doucement. Peut-être les deux. Les 6 mois ont été un tourbillon. Henri Rousseau a été arrêté 3 jours après la conférence de presse, accusé de crimes contre l'humanité, de corruption et de destruction de preuves. Son empire s'est effondré comme un château de cartes. 16 enquêtes ont été ouvertes dans 6 pays différents. Le conseil d'administration de Jean-Luc l'a effectivement révoqué. Sa fortune a été gelée pendant des mois. Les procédures judiciaires ont été longues, épuisantes. Mais Théo Dubois n'a jamais arrêté d'écrire, transformant chaque audience en une bataille médiatique que Rousseau ne pouvait pas gagner. Et puis, il y a 3 semaines, le verdict est tombé. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Rousseau passera le reste de sa vie en prison. Les terres ont été officiellement restituées aux descendants du peuple Kaya. Le gouvernement gabonais, sous pression internationale, a créé un fonds de réparation. Jean-Luc a volontairement cédé une grande partie de sa fortune personnelle récupérée pour financer l'école, le centre culturel
et un programme de revitalisation de la langue et des traditions kaya. Il n'est plus milliardaire. Il est juste Jean-Luc. Et pour la première fois de sa vie, c'est suffisant. Les anciens arrivent cet après-midi, dit Ayana en marchant à ses côtés vers la rivière. Ils veulent bénir le territoire avant la cérémonie. Jean-Luc sent son cœur s'accélérer. La cérémonie. Leur cérémonie. « Tu es nerveux ?» demande-t-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. « Terrifié ?» « Bien. » Elle lui prend la main. « Ça veut dire que c'est réel. » Ils arrivent au bord de la rivière, le même endroit où tout a commencé. Où il l'a sauvé il y a 20 ans, où ils se sont retrouvés 6 mois plus tôt. L'eau coule, claire et éternelle, témoins silencieux de leur histoire. « Tu aurais pu choisir n'importe qui, » dit Jean-Luc doucement. « Quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'a pas passé 20 ans à fuir sa culpabilité. » Ayana s'assoit sur leur rocher habituel, celui où elle attendait autrefois avec une patience implacable. « Mais je ne voulais pas n'importe qui. » Elle lève les yeux vers lui. « Je voulais quelqu'un qui comprenait le poids de la mémoire, quelqu'un qui savait ce que ça coûte de dire la vérité. » Elle lui tend la main. « Je voulais toi, pas le milliardaire, pas l'homme dans la forteresse de verre, juste toi. » Il prend sa main, s'assoit à côté d'elle. Leurs doigts s'entrelacent naturellement, comme s'ils avaient toujours été destinés à se rejoindre. « La première fois que je t'ai vu sur cette estrade, dit-il, j'ai cru que tu étais venu détruire ma vie. Et maintenant? Maintenant, je sais que tu es venu la sauver. » Elle pose sa tête sur son épaule. Le geste est simple, mais chargé d'une intimité profonde. Ce n'est plus une stratège et un témoin. Ce sont deux âmes qui ont traversé le feu et ont choisi de se reconstruire ensemble. « Bolingo » murmure-t-elle. « Amour. »« Bolingo » répète-t-il, le mot maintenant familier sur sa langue. L'après-midi, les anciens arrivent. 3 hommes et 2 femmes, les derniers gardiens de la tradition kaya. Ils ont survécu au massacre parce qu'ils étaient dans un autre village cette nuit-là. Ils portent le poids de la mémoire comme Ayana, mais aussi l'espoir du renouveau. Ils marchent sur le territoire, touchant les arbres, respirant l'air, écoutant la forêt. L'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants, s'arrête devant Jean-Luc. « Tu es celui qui a sauvé notre fille », dit-il en français teinté d'accent kaya. Jean-Luc hoche la tête, la gorge serrée. « Et tu es celui qui s'est tu pendant 20 ans. » « Oui. » Le vieil homme reste silencieux un long moment. Puis, lentement, il pose sa main sur l'épaule de Jean-Luc. Le silence a fait mal, mais la parole a guéri. Il serre légèrement son épaule. « Tu es pardonné. » Jean-Luc sent les larmes couler librement. Il ne savait pas à quel point il avait besoin d'entendre ces mots. Pas d'Ayana, mais d'eux, des survivants, de ceux qui avaient le plus perdu. « Posa » murmure-t-il. « Pardon. » « Kimia » répond le vieil homme. « Paix. » La cérémonie a lieu au coucher du soleil, sous un arbre d'ébène géant qui a vu des générations naître et mourir. Il n'y a pas de foule, pas de caméra, juste les anciens, Théo, Marc, quelques enfants du village, et la forêt qui respire autour d'eux. Ayana porte la robe de mariage traditionnelle de sa grand-mère, conservée miraculeusement par une cousine éloignée. C'est un tissu bleu indigo, brodé de fils d'or, chaque motif racontant une histoire de leur peuple. Jean-Luc porte des vêtements simples mais élégants, choisis par Ayana. Pas de costume 3 pièces, pas de symbole de pouvoir. Juste un homme se présentant devant sa future épouse avec humilité et amour. La cérémonie est en kaya, chantée plus que parlée. Jean-Luc ne comprend pas tous les mots, mais il comprend l'essentiel. Les anciens bénissent leur union. Ils parlent de résilience, de pardon, de la force qu'il faut pour transformer la douleur en amour. Puis vient le moment où ils doivent échanger leurs promesses. Ayana prend les mains de Jean-Luc, le regarde droit dans les yeux. « Il y a 20 ans, un garçon terrifié m'a sauvé la vie. Il m'a promis de ne pas me laisser. » Sa voix tremble légèrement. Il a brisé cette promesse. « Mais aujourd'hui, l'homme qu'il est devenu me promet à nouveau. Et cette fois, je crois. » Jean-Luc respire profondément. « Je te promets ma voix, toujours, pour que ton peuple ne soit jamais oublié. » Il serre ses mains. « Je te promets ma force,
pour construire ce que nous avons perdu. Je te promets ma présence chaque jour, dans la joie et dans la douleur. Il marque une pause. Mais surtout, je te promets mon cœur. Parce qu'il t'appartient depuis le moment où j'ai compris que tu n'étais pas venu me détruire, mais me libérer. Les larmes coulent sur les joues d'Ayana. Elle sourit à travers ses pleurs. Alors je te promets mon pardon. Pas parce que tu le mérites, mais parce que nous méritons tous les deux la paix. Elle rit doucement. Et je te promets mon amour, parce que tu as choisi la vérité quand le mensonge était plus facile. Parce que tu as choisi moi quand tu aurais pu choisir ta forteresse. Les anciens les enveloppent d'un tissu rouge, symbole d'union dans la tradition Kaya. Ils chantent. Les enfants jettent des pétales de Mbolo Yaliwa, les fleurs du souvenir. Et quand les derniers rayons du soleil touchent l'horizon, Jean-Luc et Ayana s'embrassent. Ce n'est pas leur premier baiser, mais c'est le plus important. Celui qui scelle la promesse. Celui qui transforme deux survivants brisés en un seul avenir. La nuit tombe. Autour d'un feu, les villageois partagent de la nourriture, racontent des histoires, chantent. Jean-Luc et Ayana sont assis côte à côte, sa tête sur son épaule, sa main dans la sienne. Théo s'approche, un verre de vin de palme à la main. « Vous savez, dit-il avec un sourire, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais couverte, et je ne l'écrirai jamais. »« Pourquoi ?» demanda Ayana. « Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour être consommées. Elles sont faites pour être vécues. » Il lève son verre. « À vous, aux promesses tenues et aux forêts qui respirent enfin. » Il trinque. Le feu crépite. Les étoiles brillent au-dessus d'eux. Les mêmes étoiles qui ont vu la destruction et maintenant la renaissance. Jean-Luc regarde Ayana, cette femme extraordinaire qui a transformé sa colère en justice, sa douleur en amour. Cette femme qui lui a donné la chose la plus précieuse, une seconde chance. « Bolingo » murmure-t-il. « Bolingo Yalibela » répond-elle. « Amour éternel ». La caméra s'éloigne doucement, montrant le cercle de lumière du feu, entouré par l'immensité de la forêt. Un petit point de chaleur et d'humanité dans l'obscurité, prouvant que même après la plus grande destruction, la vie trouve toujours un chemin, que les promesses faites dans le feu ne meurent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour renaître. Fin, et ainsi, certaines promesses traversent le feu, attendent dans le silence et renaissent quand elles trouvent le courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « ébène ». C'est notre tradition, pour que je sache qui suit ces histoires du début à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous marchons ensemble vers les 1000 abonnés. Et chacun d'entre vous fait toute la différence dans ce voyage. Laissez votre like, activez la cloche, et merci d'être là avec moi.